Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là pour présenter cet article aujourd'hui qui, je tiens à le dire, est le fruit d'un vrai travail collectif, quoi. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de co-auteurs et sans eux, rien n'aurait été possible. Voilà, notamment parce qu'ils sont porteurs de cas d'études qui sont nombreux dans ce papier. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de voir s'il y en avait qui étaient là aujourd'hui. Il y en avait qui avaient dit qu'ils seraient là. Donc voilà, j'en profite pour préciser que voilà, c'est moi qui présente, mais au nom d'un travail collectif. Donc je vais vous présenter cet article sur les expérimentations système ouvert en station comme lieu d'intermédiation pour accompagner les transitions agroécologiques. Voilà, c'est la traduction que j'ai pu faire du titre en anglais. Alors, si mon PowerPoint veut bien avancer. Voilà. Je vais vous redonner un petit peu le contexte et le problème de recherche. Bon, somme toute assez classique, assez connu aujourd'hui, mais voilà, pour vous replacer un peu d'où on est parti, comment on a un peu problématisé l'article. On part du constat qu'il y a un consensus croissant aujourd'hui dans la littérature, dans les communautés scientifiques, sur le fait que l'agroécologie peut être une voie pour renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires. Mais un constat en parallèle qu'il y a des phénomènes de verrouillage socio-technique dans des fonctionnements de systèmes agricoles et agroalimentaires plutôt tournés vers l'utilisation d'intrants et avec des nécessités de changement de de paradigme. Pardon. Donc l'idée, dans le cadre dans lequel on se place pour penser un peu notre problème de recherche, là, ici, c'est de se dire que les transitions dans les systèmes sociotechniques sont multiniveaux au sens, voilà, repris d'un multilevel perspective inspiré de Gill Schott, au sens où les problèmes de transition en fait, ne sont pas seulement techniques, mais qui s'appuient sur des besoins intensifs en connaissances, qui impliquent une diversité de parties prenantes et complexes. Et en plus, tout ça touche à différents niveaux, que ce soit à l'échelle du paysage tout en haut, donc on va dire, voilà, ça peut être la réglementation européenne, les contextes de crise internationale, voilà. Un niveau plus méso, au niveau du régime sociotechnique, avec tout ce qui concerne les routines, les manières de fonctionner, les règlements, que ça soit au niveau des sciences, des politiques, de l'industrie, des marchés. Et puis le niveau plus de l'innovation de niche, qui sont là où, en tout cas, ces auteurs-là fixent, comment dire, place les innovations de niche, ce niveau un peu plus micro, où se passent voilà, émergent des innovations à l'échelle de petits réseaux d'acteurs. Donc la manière dont, en tout cas, l'article aborde cette question des transitions, c'est bien dans ce cadre-là, en fait, se dire que les problèmes de transition, enfin la question de la transition, on l'aborde comme ça dans cet article-là, avec cette approche multiniveau. Et en lien avec cette littérature sur les approches multiniveaux, en fait, il y a un autre pan de littérature qui lui est très lié, qui pointe l'importance des intermédiaires de l'innovation pour accompagner ces transitions. Donc ces intermédiaires de l'innovation, qu'est-ce qu'ils sont? En fait, ce sont des intermédiaires qui agissent en fait on va dire à plusieurs endroits de ces systèmes sociotechniques multiniveaux. Donc une définition aujourd'hui très très classique, c'est celle de Wells dans un papier de 2006 où voilà, il définit l'intermédiaire d'innovation comme une organisation ou une entité agissant en qualité d'agent ou d'intermédiaire dans une ou plusieurs dimensions, vous voyez là les dimensions, du processus d'innovation entre deux ou plusieurs acteurs. Donc cette définition de Wells, elle ne s'applique pas que du tout au secteur agricole, quoi. C'est vraiment des approches qui ont été développées en fait, tout secteur confondu, mais le secteur agricole, depuis le début, fait partie des cas d'études, mais voilà, c'est des processus qui sont étudiés dans plein de secteurs différents. Et donc là-dedans, en fait, ensuite, il y a toute une littérature qui est très très conséquente qui vient décrire en fait ce que font ces intermédiaires d'innovation, notamment leurs activités. Donc là, j'ai essayé de faire une synthèse en quelques lignes en fait, voilà, de ce qu'on pouvait mettre derrière ces activités d'intermédiation.
Donc, elle recouvre la mise en relation et la diffusion d'informations concernant des partenaires potentiels. Donc, vous imaginez, à l'échelle de notre système agroalimentaire, entre voilà, des partenaires commerciaux, des agriculteurs, enfin voilà, c'est tout ce qui concerne la circulation d'informations et tout simplement leur mise en relation. Mais ça s'arrête pas du tout là. C'est le travail de l'intermédiaire, c'est aussi de faciliter, voire de rentrer d'accompagner des processus de négociation, de transaction entre plusieurs parties prenantes, de manière à trouver des accords, des manières de fonctionner comme un. C'est aussi du travail de médiation et de traduction à l'interface entre différentes organisations. Donc, par traduction, j'entends trouver les moments où on arrive à se mettre d'accord, où on traduit les choses pour que on traduit des manières de faire, on traduit des concepts, on traduit des idées pour que les uns et les autres puissent se les approprier, mais aussi avec des processus, du coup, forcément, de peut-être transformation en fait des concepts, des idées, des outils qui ont lieu en fait dans ces processus-là de traduction. Pardon, j'ai passé trop tôt. En fait, j'ai ma barre là qui me gêne. Voilà. L'intermédiation, c'est aussi l'appui à l'identification de ressources, de financement, de dispositifs d'accompagnement visant à soutenir les innovations et voilà, les collaborations. Et du coup, il y a aussi ce côté très très concret en fait dans le travail de l'intermédiaire en fait qui vise tout simplement à faire pouvoir advenir des projets, avoir des moyens en fait pour accompagner un processus d'innovation. Alors, nous, dans notre cas, là, dans cet article-là, ce sur quoi on s'est focalisé, c'est sur un type particulier d'organisation dans nos systèmes socio-techniques agroalimentaires. Ce sont les stations expérimentales INRAE qui mènent des expérimentations système de longue durée et qui impliquent des interactions avec des acteurs non académiques. Donc, c'est un type d'expérimentation agricole très spécifique. Donc nous, on a identifié sous le terme donc Open on Station System Experiments, donc en français, expérimentation système ouverte en station, qu'on a figuré là par un petit schéma qu'on avait fait faire il y a quelques années, donc voilà, qui est pas voilà, qui a rien de scientifique, mais qui permet un peu de visualiser ce qu'on entend derrière ces systèmes-là. Donc on voit la flèche représente l'expérimentation qui se développe, l'expérimentation système qui est là et qui évolue dans le temps long, puisque ce sont des expérimentations qui, pour la plupart, sont mises en place au moins pour 10 ans de celles qu'on a là voilà, mais ça peut être plus que ça, qui évoluent au fil du temps et qui sont construites, suivies, évaluées en interaction avec des acteurs du monde agricole et du territoire dans lesquels elles sont mises en place, autour des stations expérimentales. Voilà, la flèche qui tourne autour figure ces interactions qui peuvent prendre plusieurs modalités. Voilà, donc c'est une petite manière de visualiser ces expérimentations, mais je vais revenir bien sûr après sur les cas. Donc, si on a voulu travailler sur ces expérimentations-là, c'était parce que, alors il y a déjà dans la littérature, notamment du côté des collègues agronomes, plusieurs travaux qui ont affirmé le potentiel des interactions autour des expérimentations dans les transitions agroécologiques. Mais finalement, dans ces travaux-là, la manière dont ces interactions pouvaient accompagner les transitions, la manière de qualifier ces interactions avait été jusque-là peu abordée. Et donc la manière, nous, on a choisi de travailler à l'identification en fait de fonctions et rôles d'intermédiation spécifiques à ces OSE dans les processus de transition agroécologique. Donc c'était vraiment de travailler sur qu'est-ce qui facilitait, qu'est-ce qui permettait ces interactions, par comment elles se matérialisaient concrètement dans la mise en œuvre de l'expérimentation et en quoi elles pouvaient constituer des facteurs d'accompagnement des transitions agroécologiques. Et c'est en ça que finalement les concepts autour de l'intermédiation en fait m'ont paru particulièrement pertinents en fait pour analyser ce qui pouvait se passer là. Alors.
Donc plus spécifiquement sur cette notion d'intermédiation, donc on a construit un cadre conceptuel autour de l'intermédiation et des objets frontières, au sens où voilà, j'ai essayé de combiner en fait plusieurs choses qui avaient lieu à l'intermédiation, parce que il y a toute la littérature, on va dire, plutôt anglo-saxonne et plutôt issue notamment des Pays-Bas autour de l'intermédiation, mais en fait, il y a aussi voilà, il y a cette partie-là. Mais bien sûr, en fait, mais la question de l'intermédiation, la question des questions de traduction, ces questions-là, elles sont aussi beaucoup travaillées en sociologie française, en fait, voilà, en sociologie des sciences. Et du coup, enfin voilà, moi j'avais toutes ces notions-là en tête, donc j'ai essayé de combiner. J'aurais voulu peut-être faire encore quelque chose de plus, de peut-être encore plus riche, mais voilà, on sait les contraintes que c'est de publier un article, surtout avec autant de cas d'études, et donc voilà, il a fallu faire des choix. Donc je vais vous présenter un peu très rapidement bah, ce sur quoi ce qu'on a conservé in fine. Donc on s'est concentré en fait sur l'identification de deux grandes catégories de fonctions sur la base de l'article de Valerio et al. De 2024 qui distingue le travail d'intermédiation qu'il appelle de connaissance, qui renvoie à comment est-ce qu'on a des lieux où on peut exprimer ses besoins et les faire entendre en fait en termes d'innovation, enfin voilà, de solutions techniques. Il y a du travail de production d'informations et du soutien à la coproduction d'innovation et de savoir. Et il distingue une autre catégorie qui est l'intermédiation d'innovation, qui concerne plutôt bah, comment on construit des visions du futur, comment on met en place des réseaux d'acteurs en fait, qui peuvent soutenir ces innovations et les mettre en place, et comment on favorise des apprentissages. Voilà, des apprentissages au sens, bah, du coup, pas que cognitif, mais au sens des apprentissages de travail en commun, notamment. Voilà. Donc ce groupe de deux catégories de fonctions, moi j'ai voulu y ajouter en fait une distinction que font Kimima et al. En 2019, en distinguant les intermédiaires classiques versus en fait les intermédiaires de transition durable. Ouais, il manque ce mot-là. Qui insiste sur le fait que finalement, il y a une sorte d'intermédiaire en fait qui s'inscrit en fait dans des trajectoires de transition plutôt bah, voilà, de type écologisation par exemple, qui ont des positionnements plus normatifs et orientés vers des visions de transition. Parce que classiquement, euh, initialement, dans la vision de l'intermédiaire, on peut avoir la sensation, on peut avoir vite fait de dire que bah, voilà, l'intermédiaire, c'est un acteur neutre qui sert à faire du lien, de la facilitation entre des parties prenantes qui, eux, ont des enjeux voilà, qui soient politiques ou idéologiques ou voilà, technologiques, et que finalement, cet acteur, il est neutre. Et en fait, voilà, il y a il y a en tout cas bah, qui met un point de ça en disant qu'il y a des acteurs en fait qui font du travail d'intermédiation dans des contextes de transition, bah, notamment voilà, agroécologique, vers une société plus durable, en fait, sont porteurs en fait de valeurs. Et moi, c'est quelque chose qui me parle assez. Voilà, je pense que dans le travail de traduction qui peut être fait, voilà, de construction de vision, il y a cette question des valeurs, de normes qu'on porte, de ce vers quoi on veut aller dans la transition qui joue quand même dans la manière dont on va mettre en place son activité d'intermédiation. Et enfin, j'ai aussi voulu articuler ça avec bah voilà, toute la littérature sur les objets frontières qui renvoie plutôt du coup à des artefacts matériels ou immatériels qui facilitent la communication, la coordination, de savoir distribuer, voilà, qui sont aussi beaucoup utilisés en conception, voilà, mais voilà, je voulais rajouter cet aspect-là qui n'est pas présent en fait dans la littérature, on va dire plutôt voilà, anglo-saxonne, enfin plutôt des Pays-Bas sur l'intermédiation. Et donc notre hypothèse clé, c'était que nos stations expérimentales, là, nos OSE, pouvaient cumuler différents types de fonctions d'expérimentation, et donc l'idée c'était de les explorer. Donc dans l'article, on s'est concentré sur 9 études de cas qui se situent dans 8 stations expérimentales INRAE. C'est toutes des expérimentations de long terme qui ont été initiées entre 2002 et 2017 pour le plus récent.
On a une diversité de situations de production, vous le voyez juste à la géographie des cas, des objectifs de transition, des échelles expérimentales, des modes de conception. Voilà. Je vais revenir après sur les cas rapidement, mais voilà, si vous voulez plus d'infos, on pourra revenir dessus après, mais voilà. On est que sur des approches systémiques, avec des expérimentations système, alors dont certaines sont à l'échelle de ferme entière. Et donc qui vont aussi aller jusqu'à se poser des questions au-delà de l'expérimentation agronomique, voilà, des pratiques agronomiques, des pratiques culturelles. Il va y avoir le plus souvent une réflexion aussi sur voilà, forcément l'agroécosystème, le paysage, mais ça peut aussi aller se poser des questions sur voilà, des questions de commercialisation et donc aller jusqu'à des questions qui finalement, en termes d'échelle, se posent jusqu'à l'échelle du système agroalimentaire. Et donc leur point commun et leur originalité surtout, c'est que toutes ces expérimentations sont conduites en relation avec des acteurs non académiques. Voilà, en dehors du monde de la recherche. Je reviendrai un tout petit peu après là-dessus, après avoir parlé un peu des cas sur qui sont ces acteurs. Donc je ne vais pas présenter tous les cas et je vais juste en montrer voilà, quelques-uns, 6 quand même je crois, mais je vais y aller voilà, très rapidement. C'est pour vous donner un peu un éclairage sur quelles sont ces expérimentations système. Donc notre cas d'étude numéro 2, qui se situe du coup à Bretonnière, qui est en grande culture, où là on a 3 systèmes agroécologiques qui sont testés avec semi-direct ou travail du sol. Qui ont été mis en place après des ateliers de co-conception. Et donc l'idée, c'était de concevoir des systèmes agricoles sans pesticides, voilà, utilisant la diversité cultivée et sauvage comme moyen de production. Voilà, avec l'idée de comprendre les processus écologiques et une approche vraiment multi-échelle, voilà, vraiment de la plante jusque voilà, des portions de paysage. Donc voilà un premier cas. Un deuxième cas, le cas d'étude numéro 3, qui est un cas donc ferme entière, où l'idée là, donc on est en polyculture polyélevage, donc un système diversifié, qui avait l'idée en fait de développer des systèmes autonomes et économes, basés sur des ateliers donc complémentaires, et avec l'idée que finalement les productions devaient contribuer à une alimentation humaine saine et où la partie de partage des expériences en fait est intégrée dans la manière de penser l'expérimentation. C'est-à-dire que l'expérimentation est pensée dès son émergence en fait avec cette idée qu'elle doit être un lieu de partage entre une diversité de personnes, notamment issues du milieu agricole, mais pas que, pour favoriser les apprentissages. Quatrième cas d'étude, donc à Lusignan. Donc ouais, j'ai pas dit géographiquement parce que effectivement, donc la première grande culture, on est en dessous de Dijon. Celui d'avant, on est dans les Vosges. Et ici, on part dans l'ouest, donc complètement. Où donc là, on est à Lusignan, cas d'étude numéro 4. Et donc là, c'est l'idée d'un système bovin laitier agroécologique adapté au changement climatique. Voilà. Avec l'idée, le système, c'est vraiment permettre à un éleveur de vivre de son système laitier dans un contexte de changement climatique. Voilà, en économisant l'eau, l'énergie fossile, voilà. Et donc pareil, c'est un système qui a été co-conçu et qui est mis en place sur le long terme. Voilà. Et avec de nombreuses visites aussi sur ce système-là. Un autre cas d'étude, le cas d'étude numéro 8, donc toujours dans l'ouest à Saint-Laurent-de-la-Prée, polyculture élevage bovin. Donc oui, celui d'avant il est fermentière. Et donc là, on est vraiment sur un système où l'accent est mis sur la biodiversité sauvage. Donc on est dans le système de marais, Poitevin, avec l'idée de produire une alimentation de proximité. Voilà, en condition de marais littoral. Enfin, le cas d'étude numéro 7 à Saint-Marcel-les-Valences, avec un projet d'arboriculture diversifiée, l'idée de produire des fruits sans pesticides, avec une diversification des espèces cultivées associées. Voilà, et un agencement spatial que vous voyez voilà, en spirale, mis en place aussi depuis 2018.
éco-conçus. Et enfin, et après, je m'arrête là avec les cas d'études. Un système, du coup, ici en maraîchage, avec voilà, des systèmes conçus, expérimentés en maraîchage sous abri, en fait, diversifié, euh, avec pardon, mon ordinateur qui voulait redémarrer, avec plusieurs systèmes qui sont comparés et qui ont aussi été expérimentés sur le long terme, voilà, pour du maraîchage. Donc voilà, je suis désolée, ça fait un peu liste à l'après-vert, mais voilà, l'idée c'était de vous donner quand même à voir un petit peu la diversité des cas d'études sans vous les montrer tous. Peut-être qu'il y a des collègues porteurs des cas d'études dans la salle qui, si jamais vous avez des questions, pourront vous répondre voilà, un peu plus précisément sur le concret des cas d'études. Donc dans ces 9 cas d'études, je disais, leur spécificité, c'est aussi en fait d'être piloté, conçu, conduit en interaction avec une diversité d'acteurs. Donc j'ai essayé ici de un peu brosser le paysage en fait de ces acteurs qui gravitent autour de ces unités expérimentales, de ces essais, de ces expérimentations. Donc vous voyez, c'est assez large. Alors c'est dans des arènes diverses. Mais enfin, c'est à des moments divers de l'expérimentation, ça peut être des visites, ça peut être dans les ateliers de co-conception, ça peut être lors de visites portes ouvertes. Mais en tout cas, on a là le panel à peu près de la diversité des acteurs qui vont graviter autour de ces expérimentations. Vous voyez les consommateurs habitants du territoire, des distributeurs, des élèves et enseignants du cursus agricole, voilà, du lycée forcément jusqu'aux écoles d'ingénieurs, des conseillers agricoles, des associations environnementales, en particulier LPO, des élus et décideurs publics, bien sûr des agriculteurs, mais aussi des élèves et enseignants d'écoles primaires, voilà, classiques en fait, qui sont présents en visite bien souvent autour de ces expérimentations-là. Au niveau de la collecte et de l'analyse de données sur ces cas d'études, donc ces cas d'études, les 9, sont tous impliqués dans le réseau Innovation ouverte en unité expérimentale et installation expérimentale à INRAE. Alors c'est un réseau que je co-anime avec Catherine Mignolet, qu'on co-anime maintenant qui existe depuis 2018, qu'on co-anime depuis 2019. Voilà, il a été monté en 2018, on a lancé le premier atelier en 2019 et on a 2 séminaires par an de ce réseau-là. Alors il y a plus d'unités expérimentales dans ce réseau que de cas d'études. Voilà, tout simplement, ce sont les volontaires à participer à la publication qui sont ici cas d'études. Et donc, leur spécificité, donc on se retrouve en fait dans ce réseau-là, justement, ce sont des unités expérimentales qui ont cette démarche en fait que nous on qualifie d'ouverture, enfin voilà, de travail en interaction avec des acteurs hors recherche ou non académiques. Voilà, donc la manière qu'on a eu de travailler, bah, c'est que le réseau, forcément, il a été une superbe en fait source d'information au cours des dernières années en fait pour observer ce qui se passait dans ces différentes expérimentations puisque à chaque fois on a vraiment des temps de partage d'expérience enfin les sessions sont organisées avec de vrais temps de partage d'expérience sur ce qui se passe en fait dans les expérimentations, la manière dont elles sont conduites, ce qui pose problème dans le fait de travailler en interaction, ce qui est voilà tout ce qui est produit enfin on a voilà plein de manières en fait d'aborder, de mise en récit de ce qui se passe dans ces unités expérimentales. Et donc finalement, ben, le produit de cet article, c'est aussi le résultat d'une observation de long terme, en tout cas voilà, par Catherine et moi, en tant que non responsable d'expérimentation, mais animatrice du réseau. Et en fait, les autres auteurs du papier sont auteurs en tant que chercheurs, ingénieurs impliqués dans les stations. Donc voilà, j'ai mis Transition in the Making au sens de, voilà, où ils sont participants, ils sont auteurs, mais en tant que porteurs de leur expérience en fait de pilotes d'expérimentation et de pilotes qui échangent en fait avec des acteurs non académiques. Euh, voilà, et donc on a eu tout un travail au cours de ces dernières années, d'élicitation en fait de leurs relations aux acteurs non académiques. On a fait du travail de mise en narration de cas. On a construit un cadre commun d'analyse en fait des différents cas d'études.
Et en fait, le travail il est issu vraiment d'une analyse qualitative itérative, comparative entre les cas, mais aussi abductive au sens où c'était bien s'agit de comparer en fait les données qu'on pouvait récupérer de leur part en fait via les observations, des présences régulières en fait sur site aussi, puisque chaque année on se rend une fois par an sur une unité expérimentale. Dans le cadre du réseau, même si voilà, Catherine et moi, on se déplace aussi beaucoup plusieurs fois dans l'année dans d'autres unités expérimentales. Avec du coup une mise en dialogue de ce qu'on pouvait voir de ce qui se passait dans ces unités expérimentales sur ces expérimentations de long terme et la littérature sur l'intermédiation que voilà, moi je mobilise par ailleurs. Donc voilà pour un peu le cadre, les matériels, les méthodes, comment tout ça s'est mis en place et je vais passer aux résultats. Donc, dans cet article, notre travail en fait a permis d'identifier 3 grandes activités de ces expérimentations et 5 fonctions d'intermédiation. Donc, les principales activités sur lesquelles on s'est concentré en fait et qu'on a identifiées comme communes en fait à ces 9 cas, c'est pour la première la conception d'innovation de rupture selon une approche globale et de long terme, donc une approche compréhensive, voilà, assez holistique. Deuxième activité, c'est la production de connaissances opérationnelles et scientifiques selon des principes de données FAIR, au sens voilà, ouverte, quoi, réinterprétable, réutilisable, voilà. L'utilisation des expérimentations comme objet frontière. Voilà, c'est un peu les 3 grandes activités qui ont structuré notre manière de les analyser et auxquelles finalement on a pu articuler différentes fonctions d'intermédiation. Donc la première activité, conception d'innovation de rupture, qui renvoie finalement à la résolution de problèmes en fait rencontrés durant les processus de transition et la production de visions partagées. La deuxième activité de production de connaissances opérationnelles et scientifiques qui répond à la fonction de répondre aux demandes de différents utilisateurs, en fait. Si je reprends, voilà, ça c'est les fonctions identifiées par Valerio. Et la troisième grande activité, le fait d'utiliser les expérimentations comme objet frontière, qui renvoie à des fonctions d'intermédiation, de mise en réseau et de favoriser des apprentissages interactionnels. Donc, je vais bien sûr maintenant vous détailler tout ça, c'est un peu pour vous donner le schéma global des résultats. Donc, pour la première type d'activité, concevoir des innovations en rupture, qui correspond du coup aux fonctions d'intermédiation, de résolution de problèmes et production de vision partagée. Ce qu'on a mis en évidence dans l'article, c'était les approches exploratoires systémiques et de long terme qui sont mises en œuvre dans ces cas d'études en interaction avec des partenaires des systèmes agroalimentaires. Et donc, on a montré comment le temps long était nécessaire en fait pour développer ces approches systémiques, donc notamment quand elles sont basées sur l'observation, pas que l'observation, mais l'utilisation des régulations naturelles en fait pour faire fonctionner le système. En fait, évidemment que le temps long en fait est nécessaire pour l'expérimentation de manière à ce que ces régulations naturelles puissent se mettre en œuvre. Et avec des processus d'ajustement en continu, en fait, notamment voilà, avec cette idée qu'on travaille en contexte agroécologique. Et qu'il peut aussi y avoir l'émergence de problèmes inattendus sur lesquels on peut prendre le temps de s'adapter et de produire des innovations adaptées. Et donc, il y a eu là un travail pour essayer d'identifier les différentes innovations mises en place dans ces expérimentations, donc, qui ont été définies comme de nature à la fois biotechnique, économique, organisationnelle, commerciale, réglementaire et épistémologique. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 exemples. Donc le premier, c'est le projet Z, donc, qui a été co-conçu, donc l'interaction avec les partenaires, et qui est mis en place depuis 2018, et sur lequel, vous vous en doutez, sur un verger voilà, de ce type-là, circulaire, vraiment en rupture, il y a eu plein d'adaptations au fil du temps pour arriver à le conduire en fait d'une manière satisfaisante. Et c'est toujours en cours de route. Et j'ai mis un autre exemple sur lequel je vais revenir un peu plus, celui du dispositif expérimental Oasis, avec pareil des adaptations qui ont dû être mises en place au fil du temps. Hmm.
Donc, Oasis, c'est un système qui est mis en place depuis 2013-2014, avec l'idée vraiment, depuis le début, de mettre un système en place en rupture, qui a été conçu de manière collaborative. Avec, par exemple, voilà, des techniques en agroforesterie, des nouvelles pratiques de pâturage, des croisements de races, qui ont pu donner lieu en fait à des problèmes qui n'avaient pas forcément été identifiés à la base. Face auxquels il a fallu faire face et s'adapter en fait dans le temps. Par exemple sur les histoires de pratiques de pâturage, voilà, la protection et l'entretien des arbres pour pouvoir avec les animaux, voilà, et des choses sur lesquelles il a fallu s'adapter avec un système qui a priori maintenant fonctionne plutôt en régime de croisière. Mais avec tout un temps d'adaptation, donc avec la question de la reconception, en collaboration, des temps d'adaptation qui peuvent être valorisés en tant que tels, en fait, comme des innovations mises en place parce qu'on était justement sur des questions, sur des sujets exploratoires et qu'on est sur de long terme qui permettent de laisser la place, en fait, à cette adaptation. Deuxième activité de nos OSE, c'est la production de connaissances opérationnelles et scientifiques. Et c'est les fonctions d'intermédiation qui sont remplies là, en fait, c'est le fait de pouvoir répondre en fait à une diversité de demandes de différents utilisateurs des connaissances, c'est-à-dire des utilisateurs de différentes natures, qui soient des chercheurs, ou des agriculteurs, ou des enseignants, ou des élèves. Donc voilà, et avec du coup quelque chose en fait des processus en fait de mise en forme, de nature de connaissances qui sont produites et de leur mise en forme qui permettent en fait leur accessibilité. C'est ça qu'on a voulu montrer, leur accessibilité à une diversité d'utilisateurs. C'est ça qu'on a voulu montrer ici. Donc l'idée, c'est de se dire que dans nos OSE, on est finalement dans des situations de production assez proches de ce qui peut se faire en ferme commerciale. Par certains aspects, il y a les mêmes ressources, les mêmes contraintes, des niveaux d'organisation qui peuvent se recouper. Voilà, des échanges même de pratiques en fait qui peuvent se faire entre ce qui se passe sur ces OSE et en fait les acteurs agricoles du territoire, avec des choses que voilà, j'ai beaucoup entendu des collègues porteurs de cas disant bah voilà, finalement on peut s'échanger des trucs et astuces, finalement on a les mêmes problèmes qu'eux, voilà, donc vraiment des situations par certains aspects, et je dis bien par certains aspects, qui se recoupent en fait. À la différence qu'on est sur des stations de recherche publiques, donc on a évidemment une équipe de production qui est salariée, qui peut prendre des risques, qui peut donc explorer des solutions en rupture, puisqu'il n'y a pas les contraintes de marché ou il y a beaucoup moins de contraintes d'équipement, puisqu'on peut avoir par exemple beaucoup plus d'équipements qui seraient possibles sur une ferme. Voilà. Donc, ce que ça produit en termes de connaissances, c'est quoi le résultat de cette manière de travailler? Alors, on est d'accord, c'est que ça produit des connaissances situées et fortement ancrées localement, parce qu'on est sur des expérimentations système, où il y a pas de témoin en tant que tel. Il peut y avoir voilà, des répétitions dans le temps, mais il n'y a pas de témoin identique, et l'idée, c'est pas non plus de reproduire ces systèmes en tant que tels dans la vie réelle. Donc ils sont aussi liés. Donc voilà, ils ont ce côté très situé et ancré localement. Mais comme on est dans des stations de recherche dans un site public, on a tout un travail qui est fait pour essayer de monter en généralité autour des connaissances qui sont produites. Donc, même si on est sur des systèmes situés, la montée en généralité en fait se fait par des aspects notamment de documentation du raisonnement agronomique et des règles de décision. C'est-à-dire que peut-être, voilà, si on met telle ou telle pratique, on va la mettre en place ailleurs, peut-être qu'elle aura peut-être d'autres effets, mais par contre, ce qu'on documente en fait dans ces stations, c'est vraiment la manière dont ont été raisonnées les décisions agronomiquement, et quelles ont été les règles qui ont, qui ont abouti aux décisions. Il y a aussi des travaux qui permettent de tester en fait des choses qui sont mises en place sur ces OSE dans les réseaux de fermes commerciales. Des combinaisons avec d'autres dispositifs
d'autres dispositifs expérimentaux et de la mise en réseau entre OSE qui se fait de plus en plus. Enfin, au fil du temps, c'est quelque chose qu'on a vu se développer dans le réseau avec de plus en plus en fait de travaux en commun entre les différentes expérimentations, par exemple autour de questions de changement climatique. Et en plus de ça, un travail qui est très important enfin, justement pour rendre accessible du coup, les résultats, les connaissances produites par ces OSE, c'est de s'appuyer en fait sur les logiques de sciences ouvertes avec la mise à disposition des jeux de données issus des expérimentations qui sont déposés dans des entrepôts ouverts et qui donc sont réutilisables par d'autres acteurs. Et donc ça, ce que ça permet, en fait, c'est que ça peut permettre la réappropriation dans d'autres situations, des mises en comparaison. Et donc, juste à titre d'exemple, par exemple, sur le cas d'étude numéro 3, donc à Mirecourt, et bien, par exemple, voilà, on avait pensé au cas d'un étudiant qui avait travaillé en fait sur des données en fait issues de Mirecourt pour les comparer avec des données d'expérimentation issues de l'expérimentation en fait de son établissement scolaire. Donc voilà, avec des possibilités de mise en comparaison de ce type. Enfin, troisième activité qu'on a voulu pointer de ces OSE, c'est l'utilisation des expérimentations comme objet frontière et qui, du coup, favorise des fonctions d'intermédiation, de mise en réseau entre acteurs et des apprentissages interactionnels. Donc les OSE, pourquoi on considère que ce sont des objets frontières? Tout simplement parce que ce sont des lieux matériels identifiables qui persistent dans le long terme, puisqu'on est sur des expérimentations de long terme qui sont visibles physiquement, sont des lieux qui existent physiquement, sur lesquels on peut se rencontrer, qui sont accessibles. Il y a des visites, des dispositifs d'accueil. Donc ça, c'est pour l'aspect physique, mais qui sont aussi visibles et accessibles justement parce qu'il y a des données qui sont ouvertes et mises à disposition, comme je viens de l'expliquer juste avant. Et il y a aussi, au-delà de cet aspect, on va dire, très matériel de l'expérimentation, ce sont aussi des concepts et des méthodes qui sont partagés autour des systèmes expérimentaux, donc la méthodologie de l'expérimentation système, les ateliers de reconception, la logique de long terme, et qui sont partagés, qui existent du coup, et qui sont des concepts en fait sur lesquels on peut, voilà, qu'on peut mettre en discussion. Et donc de ce fait-là, euh, voilà, cette caractéristique d'objet frontière de ces expérimentations, justement parce qu'elles sont notamment ouvertes, inscrites dans le long terme, peuvent être support d'apprentissage interactionnel au sens où elles contribuent à la mise en relation durable de chercheurs, conseillers, agriculteurs, ONG, associations environnementales, étudiants. Elles peuvent permettre en fait à l'identification collective de verrous et de leviers, le test d'options risquées, mais qui sont mis en discussion et partagés en cours d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement en fait d'attendre les résultats de l'expérimentation, parce qu'on est sur le long terme notamment, mais aussi de le faire en cours de route et donc de donner à voir éventuellement les échecs, les tests, les tentatives en fait qui peuvent se faire en cours de l'opérationnalisation de la mise en place d'une pratique agroécologique, et donc ce qui peut être largement facteur d'apprentissage. Et ce sont aussi des arènes épistémiques où les savoirs en fait non académiques sont intégrés, discutés, avec notamment des processus de traduction qui peuvent avoir lieu lors de rencontres. Et donc là, comme exemple, j'ai juste mis deux exemples. Donc c'est les journées Cap-Vert sur le site de Lusignan, autour des journées techniques Caprin, mais qui maintenant associent aussi voilà, l'expérimentation Oasis autour des bovins avec tout un travail qui est mené depuis plusieurs années avec la filière Caprin et des réunions, donc voilà, avec des journées annuelles qui associent en fait toute la filière Caprin et avec des reconnaissances en fait des apprentissages qui ont pu avoir eu lieu, notamment autour de la question voilà de la mise à l'herbe des chèvres de cette filière-là et avec vraiment une reconnaissance en fait de la contribution de ce réseau, on va dire, sociotechnique local autour des systèmes caprins herbagers, qui a pu vraiment influer en fait certaines trajectoires
voilà, au niveau de la filière locale. Et puis, ça peut être, donc là, on est sur quelque chose de très, on va dire, au sein du monde professionnel agricole. Et puis, des choses beaucoup plus de l'ordre porte ouverte, voilà, comme ce qui se fait à Mirecourt, qui sont les Journées nationales de l'agriculture, où là, on a voilà, des questions d'éducation à l'alimentation, ouverture au grand public, qui se font aussi lors de ces journées-là, et qui peuvent contribuer à faire connaître, en fait, l'agriculture, les enjeux de l'agriculture locale, voilà, en polyculture, etc. Voilà pour ces aspects-là de résultats. Donc, pour résumer rapidement, donc ce qu'on a montré dans cet article-là, c'est que nos expérimentations, donc système et ouverte, cumulent des fonctions d'intermédiation à la fois de connaissances et d'innovation, au sens où voilà, elles contribuent à des processus d'intermédiation qui contribuent à favoriser le partage des connaissances et aussi à articuler, à favoriser les apprentissages entre différents acteurs pour qu'ils arrivent à travailler ensemble dans ces processus de transition. On est clairement un type d'intermédiaire, en fait, qui se rapproche des transition intermediaries au sens de Kivima et al., puisque on a clairement une position normative en faveur de l'agroécologie et qu'il y a vraiment ce travail en fait de mise en relation des visions et d'acteurs qui vise à bousculer en fait les configurations, on va dire, dominantes des systèmes sociotechniques. Et donc, à notre sens, en fait, un peu la portée théorique de l'article, c'est de montrer en quoi, pour la première fois, des expérimentations en station peuvent contribuer, remplir, endosser ces fonctions d'intermédiation dans les processus de transition. Au niveau des implications pratiques que ces résultats peuvent avoir, donc ce qu'on peut pointer, c'est que peut-être ce travail-là, il peut avoir un intérêt pour repenser le rôle des stations expérimentales dans les organisations de recherche futures. Donc là, je fais référence à un article, voilà, un peu prospectif sur justement ce que pourrait être la R&D agricole, voilà, dans le futur, dans les contextes de transition. Mais avec l'idée que il faudra bien garder en tête que pour ces expérimentations-là, endosser ces fonctions d'intermédiation, il y a quand même une tension assez forte entre les exigences de l'expérimentation agricole, qui peuvent être lourdes au niveau matériel, financier, gestion d'équipe, et ce travail d'intermédiation qui suppose un travail d'animation, de coordination, de mise en réseau, de gestion des frontières, au sens de voilà, comment s'articule entre différents milieux professionnels, différents enjeux, qui demandent en fait tout un travail très conséquent de la part des équipes de collectifs expérimentaux. Et donc avec besoin de véritables ressources en fait dédiées pour ce boundary management, c'est-à-dire vraiment ce travail en fait qui se situe aux frontières entre plusieurs mondes de compétences, besoin de temps, besoin de financement spécifique, au-delà de l'expérimentation agronomique, agriculture telle qu'on l'imagine classiquement. Voilà, donc là, bon, voilà, l'idée c'est je résume à nouveau, mais voilà, l'idée c'est de vraiment voilà, essayer dans l'article d'attraper cette expérimentation à travers cette notion d'intermédiation. Et peut-être juste pour terminer, voilà, sur quelques pistes de recherche, donc plusieurs pistes que j'envisage, voilà, à voir. Ce serait peut-être de travailler un peu plus sur, notamment en mobilisant la littérature en sciences des organisations, pour analyser de manière plus approfondie, en fait, que évidemment ce qu'on a pu faire là, enfin ce qu'on a quasiment pas pu faire là, l'articulation entre expérimentation et intermédiation au sein du collectif de travail expérimental. C'est-à-dire vraiment par rapport à ce que je vous disais à l'instant, voir comment peut se tenir cette tension, cette articulation en termes d'organisation du travail au sein de collectifs expérimentaux. Analyser davantage les conditions motivationnelles de l'intermédiation, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui engage en fait des expérimentateurs à s'engager dans cette posture d'intermédiaire. Et aussi engager une analyse comparative avec d'autres stations expérimentales en France, mais aussi éventuellement à l'étranger. Voilà, donc d'autres stations expérimentales en France, j'entends d'autres en dehors d'INRAE, bien sûr,
mais aussi à l'étranger. Donc voilà, j'ai un peu un travail en ce moment d'enquête à ce sujet-là, en tout cas en France, qui peut s'apparenter un peu à ça, voilà, dans l'idée de creuser ces pistes-là. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention.